tout d'abord remercier les camarades, ceux et celles des différents partis qui ont accepté d'organiser cette manifestation. Je vous remercie parce que le pari n'était pas gagné. La préparation d'une campagne présidentielle est toujours difficile et compliquée. Mais depuis quelque temps, à Martinique, nous voyons souffler progressivement le vent de l'unité. L'unité indispensable lorsque dans nos pays, pour un peuple, pas seulement le peuple martiniquais, parce qu'on serait trop égoïste, le peuple français, les peuples du monde, lorsque nous sommes face à de grandes difficultés. Je veux manifester ma très grande reconnaissance pour un homme qui a mon admiration et qui est à l'origine de cette manifestation, de son organisation, son succès. Un député de qualité, un homme de conviction. Je veux absolument remercier et féliciter Louis-Jo Mansco. Ce n'est pas un grand intellectuel, mais c'est un député de très grande qualité et c'est un homme de conviction. François Hollande, Madame, bienvenue. Bienvenue parce que je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2007 et vous savez que notre mouvement, notre parti vivait des moments extrêmement difficiles. Et j'ai eu face à moi le premier secrétaire du Parti socialiste et je pensais qu'il allait m'accueillir avec une espèce de condescendance, d'esprit de supériorité, d'esprit de parcimonie, à la limite de facilité, de dire bon, on va lui donner quelques totes, comme on dit en créole, puis on verra. J'ai rencontré un homme qui m'a accueilli comme un leader politique, comme un Martiniquais, comme un homme de volonté, très déterminé. Et il a signé avec moi un accord politique, je ne sais pas s'il a ça en mémoire, disant clairement, le Parti socialiste français et le Parti progressiste martiniquais vont œuvrer ensemble à l'Assemblée nationale française pour permettre de gagner les batailles les plus compliquées et les plus difficiles. C'est à ce moment-là que j'ai accepté d'être dans ce mouvement parlementaire qui nous a permis de voir comment la droite française et surtout comment le président actuel a pu démanteler l'essentiel des activités sociales et économiques de ce pays-là et a résisté dans des combats extrêmement difficiles et aujourd'hui permettre aux socialistes de porter l'espérance pour une conquête nouvelle et pour l'instauration de valeurs nouvelles. Alors je reçois l'ami, nous recevons celui qui, de notre point de vue, a suffisamment de sagesse et de sérénité pour faire face aux fortes turbulences en France, en Europe et dans le monde. Je reçois aussi le candidat, celui qui a la capacité et le courage, j'insiste beaucoup, pour résister aux difficultés qui vont se présenter. Parmi ces difficultés, je vois un danger exceptionnel. C'est la montée de l'extrême droite. Et surtout, la montée de la xénophobie en France. François Hollande, c'est un danger pour le monde entier, pour la France, mais c'est un danger aussi qui remettra en cause certainement ce que la France a de plus riche, c'est-à-dire sa diversité, une société multiculturelle qui doit s'assumer pleinement. C'est ça cette responsabilité que nous devons faire ici. La remise en cause des valeurs de la République et des racines les plus profondes ne doit pas conduire les Français à stigmatiser l'étranger. Et la mission qui a été donnée à M. Guéant est une mission honteuse de basse besogne interdisant à un étudiant étranger de pouvoir s'exprimer sur la terre française. Ça n'a pas de sens. C'est une
une fermeture à l'esprit de la République et une fermeture aux libertés. La terre sur laquelle vous êtes, François, est une terre où les beautés naturelles ne suffisent pas à atténuer ce que Marx appelait l'enfer de la paupérisation. Comme bien des pays du monde, nous sommes touchés par l'augmentation des pauvretés et des misères, engendrées par le capitalisme sauvage que nous connaissons aujourd'hui et aggravées par nos handicaps structurels. Le lot, il faut le dire, 60% des jeunes de moins de 27 ans sont en inactivité. 23% de la population au chômage. Le décochage scolaire est devenu une réalité du quotidien, banalisée. Les précarités gagnent toutes les couches sociales. Sur 400 000 habitants, 80 000 sont au-dessus du seuil de pauvreté. Et la précarité atteint toutes les couches de la population. Alors ce monde-là, nous avons affaire à un monde qui est propulsé par les moteurs de la technique, par les moteurs de la science, mais aussi par l'économie spéculative et d'une démesure de l'idée de profit. Le tout conduisant à des dérégulations de toute nature, sociale, écologique et surtout psychologique. Sous cette globalisation libérale, ce qui a disparu, François, c'est l'humaine condition. Ce qui a disparu, c'est surtout l'humaine dimension de l'homme. C'est bien cette absence de cette dimension et surtout de ces conditions humaines qui rendent précieuse l'idée du socialisme que tu portes en toi et que tu représentes. Et quand je dis socialisme, je pense pas seulement à une doctrine, je pense à une intention politique puissante qui se soucie de l'épanouissement de l'homme. Un épanouissement où les idées de solidarité, ça a été rappelé par Lénie tout à l'heure. Et je voudrais remercier Michel d'avoir accepté de présider le comité de soutien. Cette sagesse-là est extrêmement importante, notamment pour l'unité. Un épanouissement où les idées de solidarité, mais aussi de partage, on verra ça tout à l'heure, d'équité entre les individus, de respect des identités des autres, de culture, des équilibres écologiques de la planète sont les forces cardinales qu'on ne peut pas négliger. Aimé Césaire, fondateur de notre parti, le Parti progressiste martiniquais, avait toujours placé son action dans la perspective du socialisme et du respect des différences des cultures et d'identités. C'est-à-dire qu'il n'a jamais détourné son regard des fondements d'une vraie politique, celle qui vise à ce qu'il existe de plus élevé dans l'homme et qui constitue la vraie finalité de toute action publique. Il avait raison. Dans notre combat, je distingue le contexte immédiat de contexte plus large. Premièrement, le contexte immédiat relève des séquelles d'un vieil état d'esprit. On a parlé de l'attitude peut-être de certains ministres socialistes. Je pense qu'il ne faut pas trop leur faire de procès. Il faut regarder à notre niveau aussi. Un vieil état d'esprit, l'esprit colonial, qui domine toujours dans ce pays-là, qui s'organise et qui se structure. Mais il y a un autre état d'esprit qui nous concerne nous-mêmes, Martiniquais. C'est le vieil esprit du colonisé lui-même. Ces deux états d'esprit peinent collectivement à admettre que l'on ne saurait envisager la moindre dynamique de développement sans une dynamique de responsabilité. Le contexte le plus large nous inscrit nécessairement dans une dynamique de responsabilité qui ne remet pas en cause ni les liens multiples qui nous unissent à la France, ni l'égalité des droits au sens de son application régalienne, ni le droit à la différence. J'insiste, le droit à la différence. Pourquoi l'expression de la différence ne serait pas collée à un droit, à une réalité intrinsèque? Mais encore moins, et c'est très important pour la coopération, les liens qui nous unissent à la Caraïbe, 45 millions d'habitants, au Brésil, 180 millions d'habitants, à l'Amérique du Sud, étrangers à notre géographie, nous sommes condamnés à nous replier sur nous-mêmes. Tu dois nous ouvrir la porte d'une coopération économique de grande nature. Nous ne pouvons pas
sommes étrangers à notre propre identité, nous sommes étrangers à nous-mêmes. Et ce combat de la responsabilité ne nous fait pas perdre de vue celui du développement. C'est vrai que nous sommes dans un contexte martiniquais, mais j'invite les Martiniquais à sortir de leur précaré, de l'esprit de clocher et entre nous-mêmes. Si les forces progressistes s'inscrivent dans nos régions, dans les frontières nationales, chez les hommes, dans les quartiers, dans les villages, il faut être très clair. Partout, les peuples sont livrés aux violences du marché financier dérégulé, y compris la Martinique. Et il nous est très difficile, à nous, d'articuler une idée de l'homme dans un espace mondial où les États ne disposent pas des mêmes capacités d'action que les entités spéculatives, transnationales et même quasiment invisibles. Les accumulations de capitaux, les dérives du marché financier entraînent autour d'elles une intensification du dénuement. Ce que nous avons ici en Martinique est une croissance non partagée, imprégnée de modèles économiques de dépendance, fondée sur l'importation massive pour servir une société de consommation réduisant à néant une croissance interne de la production locale. Ce n'est pas acceptable. Et je le dis très clairement, ce n'est pas la faute de la France, du budget de la France, ce n'est pas la faute de l'Europe, du budget de l'Europe. Cette situation garantie et maintenue, c'est pour moi une des causes essentielles de notre incapacité à réduire le chômage, à réduire la précarité sociale. Nécessairement, nous avons besoin d'une mutation du modèle et de la culture économique locale. C'est fondamental et c'est nécessaire. Cette situation accompagne un effondrement des résiliences humaines élémentaires et des valeurs morales, des valeurs spirituelles nécessaires en de telles circonstances. La violence économique, en générant l'égoïsme, l'individualisme, l'exclusion, construit les bases d'une indignation collective dont il faut se méfier. 60% de jeunes en inactivité dans un pays, c'est une bombe dont il va falloir assumer ses responsabilités. C'est pourquoi, aux socialistes que vous êtes, aux socialistes que tu es, j'aimerais souligner à quel point la tâche qui est devant nous est de reconnaître que rien d'humain ne sera envisageable si à l'échelle du monde, dans la jonction de tous les progressistes, nous n'adressons à l'esprit de profit et au marché financier une négation des plus radicales dans leur dérive spéculative. De l'autre côté, et je sais que tu partages cette idée ou cette analyse, il me semble tout autant suicidaire que la France s'engage dans une logique de répression budgétaire totalement aveugle, tout en se soumettant à la financiarisation spéculative des États et tout en s'inscrivant dans une logique de privilège au profit des plus riches, ce que Louis Jovenceau a dénoncé tout à l'heure. Le démantèlement des services publics, la réduction des prestations sociales élémentaires, la réduction des moyens destinés à l'emploi et à l'éducation des jeunes. Les contrats d'avenir sont essentiels en Martinique. Nous t'encourageons à tenir compte de ne pas lâcher sur ce terrain-là. Ceux qui subissent aujourd'hui les contrats aidés de l'État porteront la responsabilité de la déliquescence de la jeunesse martiniquaise. Nous ne l'acceptons pas et nous t'aiderons à accéder au pouvoir le plus suprême pour apporter les solutions que l'économie classique ne peut pas aujourd'hui apporter. Sur le plan écologique, cette planète est fragile. Mais nous le sommes tout autant plus fragiles que la planète elle-même. Et plus encore que la France elle-même et l'Europe. Nous ne sommes pas dans le bal nécessaire pour faire toute espèce de gesticulation et demander n'importe quoi. Nous considérons qu'aujourd'hui, que la géopolitique nous donne un avantage considérable et que le pouvoir écologique viendra se substituer à ces mécanismes de dotation et surtout de chantage à la dotation. Nous avons dans nos pays des valeurs écosystémiques qu'il faut absolument mettre en évidence. Le service écologique que rend la Guyane doit être reconnu. Le service écologique que rendent ces pays d'outre-mer
qui détiennent 97% des surfaces maritimes françaises, c'est-à-dire 11 millions sur 12 millions, doit être reconnue. Et cette richesse écologique qui existe 80% de la biodiversité française se trouve ici dans nos régions, doit être reconnue. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons une valeur écologique à défendre. Concernant le nucléaire, cela nous préoccupe beaucoup et que nous considérons que cette sensibilité doit nous conduire tous à travailler sur des alternatives. J'ai même entendu dire qu'à la limite le nucléaire pourrait se trouver dans ces régions alors que nous avons du soleil, du vent et de la nature. C'est ridicule. Nous souhaitons que la Martinique soit un modèle sur le plan environnemental et écologique et énergétique. Et nous souhaitons que la Martinique soit un exemple en matière de développement économique, notamment fondé sur ces aspects. Alors, je voudrais dire aux candidats, nous, je parle de nous progressistes, nous ne demandons rien. Nous ne sommes ni dans la demande et nous ne sommes ni dans la quémande de quoi que ce soit. Nous avons une dignité de peuple. Et cette dignité de peuple est essentielle et fondamentale. Nous sommes aussi dans une dynamique où nous devons proposer d'abord à nous-mêmes, à la France et au monde, une alternative nouvelle, l'espace d'une humanité moderne, d'innovation, de culture et d'ambition, inhérent à l'avenir ou au destin du peuple que nous sommes. Nous devons nous investir désormais dans une culture de projet pour mieux nous extirper de l'ancestrale logique de guichet, de l'import et de l'économie d'habitation, si on veut parler clairement et franchement. C'est pour cela qu'il ne s'agit plus pour nous, cher François Hollande, de poser des rustines comme j'ai vu à l'Assemblée nationale sous de vieux modèles, mais nous engager dans une vraie révolution économique et sociale pour mieux tirer profit à notre initiative, avec notre intelligence, décomplexée, avec un pouvoir d'initiative domicilié de ce qu'a apporté au cours de ces dernières décennies l'égalité des droits. C'est ça justement qui a certainement conduit à cette pause du moratoire, juste intellectuellement, juste politiquement, pour permettre à la Martinique de souffler, d'avoir un dialogue avec les socialistes au pouvoir et recommencer la bataille au moment opportun. C'est le moment qui est une pause, c'est un fait de la lutte et du combat, c'est un pause. Et nous nous sommes engagés, cette nouvelle génération, aujourd'hui, à reprendre la bataille de l'émancipation, de la responsabilité du peuple martiniquais. Comme vous le savez, il existe des verrous. Nous sommes d'accord pour les lever. Le premier est inscrit dans la Constitution française, qui date de l'après-guerre. Et c'est très important. François Mitterrand a été le seul président de gauche de la 5e République. Il a vécu certainement des moments difficiles, mais il a construit en 81 des espérances exceptionnelles, des espérances d'ouverture d'esprit, la décentralisation. Le père de la décentralisation, c'est Gaston Lefebvre, c'est François Mitterrand. C'est pas ceux qui par la suite ont voulu s'embarquer sur cet esprit de liberté. Il y a des racines à des grands principes, à des grandes doctrines. Eh bien, nous considérons que trois aussi ouvre des espérances nouvelles de liberté, d'initiative et d'émancipation pour le peuple martiniquais. Alors, l'idée d'une république une et indivisible. À la limite, on pourrait considérer que l'universalisme créé par la Révolution française, négation des particularités, ait pu permettre de fédérer la France autour de même idéal et de même objectif, faisant tomber les barrières de ceux justement qui exploitaient ces peuples. Mais aujourd'hui, quel est le sens d'une république une et indivisible? Il n'y aurait que des populations? Est incompatible avec l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes? Qu'on a une langue, qu'on a une culture, qu'on a une histoire, qu'on a une identité collective, qu'on a une personnalité collective. On irait tout ça sous le prétexte qu'on est dans une
République une et indivisible, et à la limite, nous nous soumettrons à la technologie ou à la technique du verbe, outre-mer. Les outre-mer, c'est quoi? Moi, je suis un outre-merien, je suis un départementarien, je suis quoi? Je suis un martiniquais. Je suis un martiniquais qui a envie de parler ma langue créole et qui a envie d'exprimer et qui a envie de vivre, pas seulement qui a envie de montrer une esthétique particulière du goût de la danse ou de l'art, ce qui est essentiel, mais portant en moi un idéal lié à mon histoire, à mes souffrances, à mon origine, à mon Afrique, à mon Inde, à tout ce qui concourt à la construction de ma personnalité. Je suis martiniquais, je ne suis pas outre-mérien, je ne suis pas domien, je revendique cela. Alors je vous propose autre chose que la République unie et indivisible. Je vous propose la République unie, la République plurielle, la République multiculturelle et donc respectueuse des identités et des différences. C'est bien la paix, n'est-ce pas? Dans la communauté de la dans une perspective. L'achèvement de la décolonisation se fait encore jusqu'à nos jours. Parce que ce n'est pas seulement la colonisation et la servitude physique qui a de l'importance. C'est le fait que nous soyons aussi en mesure de ne pas accepter l'asservissement moral, éthique et intellectuel. Ça passe justement par une initiative. Alors, je plaide pour que le texte fondamental soit revisité, réécrit, et qu'à la limite que le droit à une autonomie, dans ce droit à l'autonomie, l'égalité des droits ne sera pas l'ennemi du droit à la différence. Et à ce moment-là, ça donnera un sens à ce qu'est dit tout à l'heure: liberté, égalité, fraternité, mais aussi identité. Il est temps, chers candidats, qu'une nouvelle pensée politique considère que le socialisme exige des solidarités bâties sous des responsabilités de tous les partenaires. En attendant l'adaptation de la Constitution, après l'évolution vers la collectivité unique, il est temps, de mon point de vue, de considérer que des habilitations transversales concernant le développement durable. Je voudrais saluer la présence d'un parlementaire extrêmement efficace. Dans la salle, je vais parler de Bruno Leroux, avec qui nous menons des batailles extrêmement importantes. Profitez pour saluer mon ami, mon complice et mon collègue, Toto Lurin de la Guadeloupe. Et profitez pour saluer une Amazonienne qui a l'habitude de venir en Martinique, mais que nous aimons beaucoup ici, Christiane Taubira. Bien sûr, on va saluer tous les maires qui sont juste derrière Raymond Saint-Augustin. Je suis très content de les voir. Raymond Collier, Philippe Mariette Pierre Sabot, Athanase Janos de la commune de Saint-Joseph, le maire des Trois-Îlets qui est présent, Arnaud Descorailles, l'avenir qui sont de Marigot, très loin de Marigot très loin. Et Justin Monville, qui vient de Lorraine, et puis le maire du Carbet, et Monville, qui vient de soutenir. C'est dire, François Hollande, que tu as tout le monde de la Martinique derrière toi. Tu dois avoir une lourde responsabilité à défendre la cause de ça. Bien sûr, ah oui, le maire de Cher, monsieur Clémentet, et puis le maire de la commune qui est très proche de là où je suis né, monsieur Montieu, maire de la commune du Robert. Monsieur Montieu. Cher François, je réitère, tu es vraiment le bienvenu ici. Et je réitère en faisant un parallèle avec François Mitterrand. Il est venu ici, dans cet espace prestigieux, qui n'est pas seulement le Grand Carbet, qui n'est pas une salle de spectacle. C'est un lieu emblématique. C'est un lieu où la culture parade au quotidien, où la culture s'exprime au quotidien. Mais la culture qui s'exprime au quotidien, pas seulement pour faire l'esthétique, mais une culture pour une appropriation collective de notre personnalité. Césaire Lavoudou, dans les années 70, quand il en a parlé à François Mitterrand,
il lui avait dit, on n'a pas ce type d'expérience en France, il faudrait certainement l'exporter là-bas. Mais il se passait déjà quelque chose. On sent ce soir qu'il se passe quelque chose. Nécessairement, il se passe quelque chose. Parce qu'on a tellement besoin de souffle nouveau qu'on te donne, bien entendu, notre adhésion totale, notre force et notre conviction. Nous ne te soutenons pas seulement le Parti progressiste martiniquais. Ne va pas dire seulement à François Hollande, bonne chance et défends-toi. Le Parti progressiste martiniquais va s'impliquer dans la bataille pour les présidentielles. Et nous nous impliquons pour donner à celui qui aujourd'hui porte les espérances de la solidarité, les espérances de la France, mais au-delà de la France, des libertés. Je demande très clairement qu'on se mobilise massivement pour que François Hollande soit